Salam, bonjour, bienvenue sur le podcast Bluetooth Connected. Je m'appelle Mehdi Kendi, j'ai fondé le studio de création sonore Les Bonnes Ondes à Casablanca. Le podcast que vous écoutez, c'est un podcast qu'on produit au studio où je reçois des gens qui viennent nous parler de création sonore, ils viennent nous parler de rapport au son et voilà, bonne écoute. Aujourd'hui, dans ce numéro, je reçois Ilona Deep pour parler de son projet Résonne, un projet qui met à l'honneur les femmes compositrices décédées et bien souvent oubliées. Et ça tourne. Comment ça va ? Tout va bien. Et toi, Mehdi ? Ça va. T'es stressé ? Un peu. Pourquoi ? Je sais pas quelle sauce je vais te manger, j'attends de voir. Aucune sauce tu vas être mangée. On va simplement parler du projet Résonne. Alors déjà, je sais pas trop comment te présenter. T'es pianiste, Je suis pianiste, enseignante à temps plein. Et à côté de ça, mes heures perdues, je m'occupe du projet Résonne. Alors, le projet Résonne, justement, c'est un projet qui est poétique et engagé. C'est quoi l'étincelle de départ qui t'a poussé à explorer les histoires de ces compositrices à travers ce format sonore qu'on peut aujourd'hui écouter et regarder ? Mais le projet Résonne, c'est pas seulement un podcast. Le projet Résonne, à la base, ça a été un déclic. J'ai eu un enfant, mon premier enfant. Il s'avère que c'était une fille. Et à partir du moment où j'ai accouché, donc forcément beaucoup moins de temps pour toucher à mon piano, pour m'intéresser à la musique, mais une idée quand même qui a commencé à germer, à me poser la question de... En fait, je joue aucune compositrice et je ne serais même pas capable d'en citer, mis à part Clara Schumann. J'ai aucun nom en tête et aucune œuvre en tête. Donc j'ai commencé à faire des petites recherches, sachant que j'avais fait un cursus, moi, de musicologie et d'histoire de la musique à l'école Cortot de Paris. Donc pendant 4 ans, j'avais vraiment poussé la chose et les recherches sur les compositeurs, les styles, les périodes. Et pourtant, à aucun moment, on m'avait parlé d'une femme. Donc la question, c'était vraiment, est-ce qu'elles n'ont pas existé ? Okay. Ou est-ce qu'il y en a eu ? Et après, je me suis rendu compte que, effectivement, il y en a eu dans des endroits du monde très différents, dans des styles très différents. Et à partir de là, j'ai eu une idée. Je me suis dit, il faut faire quelque chose pour réhabiliter tout ce patrimoine musical qui est en plus complètement méconnu. Et donc, l'idée, c'était de les mettre en avant à travers des clips vidéo. Donc, Okay. Résonne, à la base, c'est ça. C'est choisir une compositrice, une œuvre d'une compositrice et tourner un clip avec sa musique. Aujourd'hui, ça existe aussi au format podcast. Pourquoi ce choix du podcast ? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers ça ? Alors, ce qui était bien avec le clip, c'est que ça permettait au public de rentrer directement dans l'univers de la compositrice, parce qu'il y avait toute une direction artistique aussi, avec des petits rappels. Tout était réfléchi de manière à faire écho à la vie de cette femme, à son environnement. Et la musique, tout de suite, ça a attrapé les gens. Mais il y avait un souci de communication en termes d'information. Ouais. L'idée, c'est pas juste de jouer ces mélodies oubliées, c'est aussi de raconter des portraits, les portraits des femmes. Et ça, on a l'occasion de le faire quand on est en concert, parce que donc, je suis sous une forme aussi maintenant de concert, un peu conférence, où j'explique. Mais ça reste un public très restreint et rare. D'où l'idée des podcasts, de pouvoir proposer un portrait aux auditeurs. J'aimerais parler du titre Résonne. Ça vient d'où ? C'est né comment ? Le titre est super évocateur, mais ça t'est venu comment ? Résonne, donc c'est un jeu de mots entre le son qui résonne et raisonner les gens pour qu'ils se rendent compte qu'il manque quelque chose. Ce jeu de mots, alors c'est pas moi qui l'ai trouvé. J'étais en train de chercher plein de titres et c'est mon mari, à force de lui en parler, qui au bout d'une semaine, je pense, m'a trouvé Résonne et c'est resté. Et ça évoque quoi pour toi, du coup, ce titre ? C'est parfait parce que c'est vraiment ce que je pense. C'est-à-dire qu'il y a une dimension très engagée dans ce projet, de montrer qu'elles ont existé, un peu de colère aussi en moi, de me dire que même moi, en tant que professionnelle de la musique, j'ai pas eu accès à ce savoir et que sciemment, certaines personnes refusent d'en parler. Donc pour moi, c'était important de leur rendre ça et donc d'avoir un titre aussi à l'image du projet qui soit un peu poétique et engagé. La première compositrice que tu racontes au format podcast et le premier clip aussi qui me semble qui est sorti, c'est Gaïané chez Brotarian. Pourquoi elle ? Pourquoi ce choix-là ? Quand j'ai commencé donc à faire une base de données avec les compositrices, je me suis amusée dans mon tableau à me dire est-ce qu'il y en a existé autre part qu'en Europe ? Je me suis lancée donc dans des recherches au Moyen-Orient, moi-même ayant des origines libanaises, et j'ai trouvé donc beaucoup de compositrices iraniennes, mais très récentes.
Et le seul critère, il faut préciser pour Reason, c'est les compositrices doivent être décédées. Parce qu'aujourd'hui, il y a une place pour les compositrices modernes. Et je suis tombée sur l'Arménie. Et en fait, là, je me suis rendu compte qu'il y avait eu énormément de compositrices dans divers domaines. Donc ça va du chant à l'opéra, au violon. Et c'est comme ça que je suis tombée sur Gayane Chebotaryan, qui était complètement méconnue. Par la suite, j'ai rassemblé tellement d'informations sur sa vie que j'en ai fait un article. Donc ça a été sa première biographie qui a été publiée en France. Elle n'avait même pas de biographie. Sa page Wikipédia, c'était 4 lignes. Donc voilà, il y a une portée qui est importante et qui va bien plus loin que juste une musique, une chanson qu'on met en avant. Tu as parlé du fait que le critère pour le projet Reason, c'est que ces compositrices soient décédées. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Tu n'as pas peur de faire de l'ombre aux compositrices qui sont toujours aux compositrices actuelles, en se disant peut-être, je sais pas, ce projet prend énormément d'ampleur et connaît un grand succès. Est-ce que c'est pas faire de l'ombre un peu à des compositrices actuelles? Je pense pas, parce que aujourd'hui il y a quand même des avancées pour ces femmes et on leur fait de la place. Donc par exemple, il y a des budgets pour les compositrices, il y a des quotas qui sont mis en place dans les opéras, les programmes, etc. Ils sont obligés de programmer des femmes. Donc des compositions aussi de femmes. Le principal aussi changement, les femmes ne pouvaient pas se faire éditer. Donc ça, c'était le premier barrage. Aujourd'hui, vous avez des maisons d'édition qui sont spécialisées que sur des compositrices, qui publient que des femmes. On est en train d'évoluer, doucement, mais c'est en train d'évoluer. Après, pourquoi pas, une fois que le projet aura grandi, l'élargir à ça. Je ne suis pas fermée. Mais du coup, est-ce que tu penses que ça vient complémenter toutes ces actions qui sont mises en place pour les femmes dans la musique classique? C'est quoi le rôle de ça, mis à part le fait de redonner leur place à ces femmes c'est aussi de sensibiliser et d'essayer de faire en sorte que l'histoire ne se répète pas. Comme je le montre dans certains portraits, il y a des femmes qui étaient connues de leur vivant. Donc c'est vraiment, une fois qu'elles sont décédées, hop, on les efface. Donc l'idée, ce serait qu'on apprenne un peu de nos erreurs et que ça perdure dans le temps. Donc oui, de sensibiliser les gens à ça. Comment tu abordes l'écriture de ces portraits ? Moi, je trouve, en les écoutant, qu'il y a une espèce de mélodie dans ta manière de lire ton texte, de la manière de dire ton texte. Comment tu l'abordes, cette écriture ? Il faut qu'il y ait une petite musique. Comment tu vois ça ? Le premier déclic, quand je commence à chercher, c'est de trouver soit une partition, une musique qui va me parler, soit assez d'éléments biographiques qui vont faire que je me dis, bon, ok, elle a fait des trucs géniaux, cette femme, il faut absolument la mettre en avant. Et à partir de là, une fois que j'ai trouvé ça, la trame, elle peut se dessiner de plusieurs manières différentes. J'ai pas un mode opératoire que j'applique à chacune, honnêtement. Pour la première, donc c'était vraiment à force de chercher. Et l'écriture s'est fait très naturellement parce que bon, j'ai peut-être passé 4-5 mois à chercher quand même. Donc après, j'avais l'impression, c'est un peu comme quand on est acteur, je pense. On rentre tellement dans le personnage que ça vous colle à la peau. Après, c'est difficile de s'en défaire. Bon, là, c'est la même chose. Je lis tellement de choses, j'ai l'impression d'être dans sa vie, quoi. Je cherche des partitions, je cherche des éléments biographiques, je cherche à remonter son arbre généalogique. Enfin, c'est un gros travail de recherche. Donc après, ça se fait très naturellement pour moi, tellement je suis ancrée dans son histoire. Mais qu'est-ce qui vient avant, du coup ? C'est le texte, c'est ses recherches biographiques ou c'est la musique ? Est-ce que c'est la musique qui te parle d'abord ou est-ce que c'est, comme tu l'as dit, la vie parfois où tu te dis, il faut trouver la musique ? Pour Gayane, c'était la musique. Pour Gayane, je suis tombée sur ses partitions. Et il faut préciser aussi qu'il y a cette chose. Aujourd'hui, on veut écouter une musique, ou même une partition, on a une partition devant soi, on va pas la déchiffrer. On prend son téléphone, on ouvre YouTube, on écrit le nom de la partition et puis on écoute ce que ça donne. Et si ça nous plaît, on se met à la déchiffrer. Mais là, on peut pas faire ça. Donc il y a de la beauté aussi dans la découverte de se dire, aussi, il y a des fois où ça nous plaît pas. Mais c'est vraiment une espèce de chasse au trésor où on ne sait pas trop ce qu'on va trouver. Donc pour Gayane, c'était ça. Je suis tombée sur des partitions, j'ai commencé à jouer, je me suis dit, waouh, c'est trop beau. Et donc là, j'ai commencé à chercher des éléments biographiques. Pour la deuxième, Maria Szymanowska, c'était plus sa vie. Sa vie, sa portée, tout ce qu'elle a fait. Pourquoi sa vie ? Elle a une vie importante, elle a été très connue de son vivant. Elle a fait beaucoup de choses et elle est un peu au niveau de Clara Schumann. Aujourd'hui, si on devrait retenir 3 femmes qui vraiment ont percé et ont été considérées comme des virtuoses, on dirait Clara Schumann, Maria Szymanowska et Teresa Carreño. Ce seraient vraiment les 3 qui resteraient. Pour Rita Stroll, c'est un ami qui m'en a parlé, qui m'a dit, Charbel, qui m'a dit, écoute, si tu travailles sur les compositrices, il y en a une qui est géniale,
J'avais une de ses partitions entre les mains il y a 1 an, ça va te plaire. Il m'a envoyé la partition, effectivement, coup de foudre. Et c'est avec lui que tu joues justement la Et c'est avec lui qu'on a enregistré. Lui est violoncelliste. Lui est violoncelliste, exactement. Et c'est avec lui qu'on a enregistré, du coup, derrière. Voilà, parce que c'était une rencontre aussi entre nous deux, quoi, musicale. Mais c'était à travers la partition d'abord. Et pour Teresa, c'était un peu des deux. Tu as évoqué Charbel. Je trouve que c'est important de s'arrêter sur ce point parce que l'idée pour toi, c'est pas d'en faire un programme réservé aux femmes, par des femmes, pour des femmes. Exactement. Mais l'idée, à travers les clips, c'est d'ouvrir le plus possible. Donc déjà que je ne sois pas tout le temps la musicienne qui interprète le morceau. J'aimerais ouvrir, qu'il y ait d'autres personnes qui proposent même, toujours évidemment en respectant le cahier des charges, les critères du projet, en restant cohérent, mais que ce soit d'autres musiciens. Donc on est ouvert aux formations musicales, ça pourrait être de la musique de chambre, des quatuors, des trios. Là, la dernière vidéo qu'on a fait sur Teresa Carreño, c'est une danseuse. Donc voilà, ça doit rester artistique, ça doit avoir du sens et du lien avec la compositrice, mais après on est quand même très ouvert, parce que l'idée c'est de montrer qu'il y a une cohésion déjà entre tous les arts, entre leur vie, et que c'est plus mon projet. C'était mon projet, mon bébé à la base, mais aujourd'hui, il appartient au public et aux gens. Il faut qu'ils se l'accaparent. Est-ce qu'il y a une histoire qui était particulièrement émouvante ou particulièrement complexe à raconter ? Il y a aussi, on en parlait quand on travaillait sur les podcasts, par exemple sur Teresa Carreño, qui a eu plusieurs hommes dans sa vie, où les rencontres amoureuses ont vraiment été une part importante de sa vie. Est-ce que c'est compliqué parfois de raconter l'histoire de ces femmes sans mettre les hommes là-dedans? C'est compliqué, c'est ce qu'on se disait exactement, de toujours devoir rattacher quand on présente une femme en disant c'est la fille de, la cousine de... Malheureusement, vu qu'elles sont pas connues, on est obligé de donner des repères aux gens et de se rattacher aux repères qu'ils ont, à ce qu'ils connaissent. En fait, on se pose la question quand j'écris, qu'est-ce qui est important, où je veux aller quand je dresse un portrait, qu'est-ce qui est important à dire, qu'est-ce qu'on peut un peu négliger. Les auditeurs, ils vont écouter un portrait, il faut qu'ils aient une vision globale et après ils vont chercher s'il y a des choses qui les intéressent derrière à creuser. Il faut que ça reste une histoire qu'on a envie d'écouter. Tu l'as dit aujourd'hui, tu as envie que le projet appartienne à d'autres, qu'il y ait cette pluralité de points de vue, cette pluralité d'histoires qui sont racontées, cette pluralité aussi de médiums. Est-ce que tu te sens quand même une responsabilité par rapport à tout ça ? La responsabilité, pour moi, elle vient vraiment au moment où on a pris conscience de la chose et qu'on sent qu'il y a quelque chose à faire. Voilà. Donc ça peut être dans des domaines très variés. Moi, j'ai trouvé mon domaine, on va dire. Donc oui, je sens que j'ai une responsabilité dans ça. Et puis aussi en poussant, en faisant de telles recherches, je sais, moi, le temps que ça représente. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'engagement de ma part. Donc je me dis aussi que ce serait très égoïste de le faire juste pour ma personne. Ça doit avoir un intérêt général, bien sûr. J'aimerais parler du son et de la voix comme médium. La voix est au cœur de Résonne, en format podcast évidemment, sinon c'est la musique qui est au cœur de Résonne. Comment tu as trouvé ton ton ? Comment tu as travaillé ta voix pour qu'elle devienne le fil conducteur de chacun des épisodes ? Moi, je trouve vraiment qu'il y a un phrasé dans ta manière de raconter. Il y a vraiment un rythme. Et c'est même, je vais dévoiler un peu des coulisses. Quand on doit refaire des prises, elles sont souvent identiques, un peu mieux interprétées, j'ai envie de dire. Mais elles sont souvent identiques. Il y a une espèce de phrasé qui est là. Comment ça s'est fait ? Je sais pas, honnêtement. J'ai pour habitude quand même, quand tu me vois travailler, quand j'écris mon texte, je me le relis plusieurs fois. Intérieurement, beaucoup intérieurement. Et je fais quelques fois à haute voix avant l'enregistrement, mais ça s'est fait hyper naturellement. Honnêtement, ça s'est fait hyper naturellement. Je pense que ma fille, elle a aussi une petite responsabilité dans ça. Je lis beaucoup d'histoires. Et non, mais c'est vrai, on n'a pas l'habitude de lire ou de raconter des histoires dans notre quotidien. Là, elle a bientôt 4 ans, ça fait 4 ans que je raconte des histoires tous les jours. Donc voilà, c'est beau de raconter une histoire, il faut y mettre quelque chose. Donc je pense que ça m'a aidé aussi un peu. Est-ce qu'il y a un des podcasts dont tu es particulièrement fier en termes d'émotion qui est porté par la voix ? Est-ce qu'il y a une compositrice que tu penses avoir mieux servi qu'une autre par cette narration ? Je pense que pour Rita Stroll, il y a quelque chose d'un peu magique, mais qui m'échappe. Je sais qu'elle m'a énormément touchée, moi. Oui. Dans mon écriture, ça m'a beaucoup touchée, son histoire.
quand je l'ai enregistré, j'ai senti aussi une différence, moi, en termes d'énergie, d'émotion. Après, voilà, c'est quelque chose qui m'a touchée et je ne saurais pas trop l'expliquer. Est-ce que ça serait pas lié au fait que c'est quelque chose que tu as fait en duo? C'est quelqu'un qui t'a conseillé ça, et puis ensuite, c'est une énergie particulière de jouer à deux, de jouer avec un violoncelle qui est un instrument magique. Oui, il y a eu quelque chose de magique du début à la fin. C'est vrai que cette rencontre avec Charbel, qui a des mêmes origines que toi. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui se sont mélangées, effectivement. Le fait c'était un pari aussi de devoir jouer avec Charbel. On n'avait jamais joué ensemble jusqu'à l'enregistrement. Donc, il est vraiment venu pour enregistrer un morceau qu'on n'avait jamais répété et on n'avait jamais joué ensemble. Donc, c'était un pari, mais c'était génial. Et du coup, ça a créé une espèce de magie. Après, en creusant sur la vie de Rita Stroll, ça m'a énormément touchée. Je me suis pris un peu là-dedans. Est-ce que ça t'a touché au point de changer ta manière de voir ton propre travail artistique, ou là, ta propre manière d'interpréter certains morceaux? Je pense que, en règle générale, tout ce qu'on fait, ça nous touche. Enfin, ça nous apporte quelque chose. Alors, ça peut être positif ou négatif. Là, en l'occurrence, c'était positif pour Rita Stroll. Mais oui, tout ce qu'on joue, tout ce qu'on apprend, à chaque fois, ça demande quand même de se mettre c'est un exercice, de se mettre dans un nouveau morceau, dans un nouveau style. Il y a des fois, il y a des choses que je comprends pas tout de suite. Il y a des déclics que j'ai au bout d'un certain temps. Et Rita Stroll, c'était vraiment un coup de cœur musical. Ouais. C'est une compositrice. Je pense que c'est celle que j'ai pris le plus de plaisir à jouer. Pour moi, ça reste, c'est un monument, c'est ce qu'elle a écrit. Mais c'est quand tu parles de Rita Stroll, de manière générale, tes yeux s'illuminent. Même pendant l'enregistrement du podcast, c'était particulier. Il y avait vraiment une énergie particulière. Au fil de toutes ces recherches, est-ce qu'il y a des histoires qui t'ont surprise, voire peut-être par moments bouleversée? Qui m'ont bouleversée, il y a tout ce qui est le côté personnel. Parce que le côté professionnel, on sait que c'est injuste. Une fois qu'on commence à s'y intéresser, à lire plusieurs portraits, plusieurs biographies, on se rend compte que c'est malheureusement souvent le même schéma. On s'y fait un peu. Côté personnel, il est toujours difficile à appréhender. Je pense, en tant que femme, de se dire qu'à chaque fois, c'est la même histoire qui se répète, qu'elle n'est pas aidée, que professionnellement, ça a beau être une bête de scène, une femme avec beaucoup de caractère, personnellement, c'est pas du tout ça. Et son mari a le dessus. Des histoires violentes, des histoires injustes. Ouais, ça, c'est pas évident, je trouve, à appréhender. Dans ces histoires, il y a beaucoup de zones d'ombre, parce que effectivement, faut arriver à faire ces recherches, faut retrouver certaines traces, faut parfois lire des biographies dans une langue étrangère, ce genre de choses. Oui. Comment tu abordes ces vides narratifs dans l'écriture du podcast? Quand je commence à chercher, j'écris à la main, je me rends compte, je prends des notes, qu'il y a des périodes où j'ai trop de zones d'ombre, et donc je vais aller creuser sur ces périodes pour qu'il y ait un minimum de continuité, comme je te disais, et de cohérence dans le propos. Après, mais ça passe par quoi, par exemple, quand on parle de Teresa Carreño? C'est beaucoup lié à la politique du pays, ce genre de choses. Est-ce que c'est aussi sortir de la vie de la compositrice pour aller chercher dans de l'histoire, dans de la politique? Complètement. Les infos, elles viennent de sens parfois opposés. Donc, pour Teresa, comme tu disais, et c'est celle où il y a le plus de documents, j'ai dû aller chercher dans les écrits, les lettres, par exemple, avec le président du Venezuela à cette époque. Je suis allée chercher des témoignages de ses élèves, dont une de ses élèves qui a énormément écrit sur sa vie. Je suis allée chercher des lettres, des correspondances qu'elle envoyait, entre elle et ses maris, son journal intime. Donc oui, c'est vraiment avoir un panel pour pouvoir après choisir et mieux comprendre. Parce que de toute manière, même si les informations, elles ne me servent pas et je ne vais pas les redire, en parler dans le podcast, ça me sert, moi, à mieux comprendre qui elle était et à dresser son portrait en restant fidèle au personnage. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas dans le podcast, faute de temps, faute de place, faute de cohérence dans le récit, que tu regrettes? Alors, il y a des choses que je regrette qui ne sont pas dans le podcast, mais c'est faute de moyens. Enfin, je ne pouvais pas faire autrement parce que même moi, je n'ai pas eu les réponses. Donc, c'est plus une injustice de ce côté-là. Parce qu'il y a des fois où on remonte l'arbre généalogique et puis on se rend compte que la seule personne qui pouvait nous aider, elle est décédée il y a 3 ans. C'est un peu rageant, ce genre de choses. Mais sinon, non, je suis satisfaite. Je trouve que c'est bien, c'est un bon format. On aurait pu s'étaler sur la vie amoureuse de Teresa pendant de longues pages supplémentaires, malheureusement, mais je ne suis pas sûre que ça ait servi à grand-chose.
Est-ce que tu as reçu jusqu'à présent des commentaires ou des choses comme ça sur le projet de manière générale, hein, que ce soit les clips, que ce soit les conférences, ce genre de choses? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement marqué? Ouais, j'ai une interaction qui m'a beaucoup marquée l'année dernière. Donc, j'ai donné un concert, donc Résonne, à l'Institut polonais à Paris. C'était organisé par une fondation qui est la société Maria Szymanowska. Donc, c'est eux qui ont géré toute la communication autour de cet événement. Comme la majorité des concerts classiques en France, donc la moyenne d'âge était entre 50 et 60 ans. Et j'ai eu une femme qui est venue s'asseoir donc au premier rang, qui a été très attentive du début à la fin, qui arrivait à peine à marcher, enfin, qui a fait beaucoup d'efforts pour être là, clairement. Et à la fin, qui me remercie pour mon travail en me disant que elle a presque 80 ans, en me disant qu'elle trouve que c'est une injustice que les femmes n'aient pas de place, qu'elle en a énormément souffert, et qu'elle essaye de mettre en avant une compositrice qui a été aveugle, qui a fondé un institut de musique pour les aveugles à Paris. Et là, elle commence à m'expliquer toute cette histoire et par la suite à m'envoyer une tonne de documents et de mails sur ça. Et j'ai trouvé cette histoire complètement géniale parce que c'était encore une fois quelque chose auquel je m'étais pas du tout... que je pouvais même pas imaginer, quoi. Et voilà, c'était une belle découverte. Et cette découverte, tu vas en faire quelque chose? Je vais en faire quelque chose. Est-ce que tu imagines Résonne comme un projet qui peut évoluer? Là, il y a des live conférences, il y a des clips, il y a ce format podcast. Est-ce que tu imagines, je ne sais pas, autre chose, un autre médium, une performance, une installation sonore, quelque chose comme ça? Moi, je suis vraiment pas fermée. Et pour moi, c'est un projet qui est pluridisciplinaire où on touche donc à la musique, un peu au cinéma, tout ce qui est production sonore, à l'écriture, à l'histoire, aussi. Au patrimoine. Au patrimoine, parce que tu as choisi... des lieux aussi, ouais. Oui, bien sûr. Donc ça a vraiment, on peut l'étendre encore. C'est pas du tout un souci. Et je vois aussi, mis à part donc le côté un peu plus, comme tu disais, esthétique ou des installations sonores qui sont tout à fait possibles. Je vois aussi des cycles un peu de formation, tu vois, ou d'ateliers dans des écoles pour présenter un peu la vie de ces femmes de manière plus ludique, adaptée à un public plus jeune. Quand tu dis école, tu penses à école de manière générale ou école de musique? Je pense de manière générale. Je pense que tout le monde devrait savoir. Donc oui, je pense que de manière générale, aujourd'hui, il y a des cycles sur les femmes importantes, les grandes avancées permises par les femmes. Donc oui, ça pourrait carrément rentrer dans ce créneau. À ton avis, pourquoi certaines de ces femmes ont été effacées de l'histoire de la musique? Déjà, il y a le fait de ne pas vouloir se sentir dépassée en tant qu'homme, parce que on était quand même dans une société patriarcale où ça arrangeait bien d'autres compositeurs, d'autres virtuoses, d'être considérés comme les seuls et uniques stars. Les seuls génies. Les seuls génies. Je pense à Rossini. Il y a le fait que tout soit pensé sur un modèle fait et construit par les hommes. Donc il faudrait une maison d'édition qui aurait accepté de produire une femme. Il faudrait accepter que une femme elle puisse jouer sur scène. Je pense notamment aux violoncellistes. Il y a la posture physique qui est hyper importante. Tout de suite, une pianiste ou une violoniste, ça passait bien. On disait tout le temps qu'elle était gracieuse. Le champ lexical utilisé, c'était toujours celui de la douceur. Donc voilà, on a vraiment une image où il faut qu'elle soit belle, jolie, qu'elle joue bien, sans faire trop de bruit, sans prendre trop de place. Donc ça dérange qu'elle prenne de la place, ça dérange qu'elle casse un peu les codes. Je pense notamment à une femme violoncelliste qui devrait jouer les jambes écartées avec un violoncelle au milieu. Ça a mis du temps quand même à être toléré. Et puis enfin, la notion de créateur. On tolère qu'elle soit interprète, mais on a toujours associé, et ça remonte à longtemps, si on prend même les religions comme exemple, la notion de créateur à une notion masculine. Oui. C'est pas du tout dans les normes, c'est pas considéré et ça effraie. J'aimerais parler un peu du processus technique de Résonne. Résonne, il y a d'abord les recherches, ensuite trouver les partitions, travailler ces partitions, puis vient l'enregistrement. Comment tu abordes cet enregistrement? Enregistrer un piano, c'est pas quelque chose de très facile. Tu as choisi par moment d'aller dans des lieux particuliers avec des acoustiques particulières. Comment se fait tout le processus technique de Résonne? Comment tu le réfléchis? Est-ce qu'il y a un son que tu as en tête ou on fait au mieux, on espère que ça va aller? Comment tu fais à chaque fois? Alors, même si j'étais porteuse du projet, il a fallu des gens pour m'accompagner. Et j'ai eu la chance d'avoir des amis qui ont répondu présents, qui ont trouvé le projet super cool et qui se sont tout de suite engagés avec moi
Je pense aux réalisateurs, donc Hassan Ouazani ou encore à Nabil Kerji. Je pense en termes de prise de son à chaque fois à Mamoun Belgnaoui ou encore Hicham Cher pour les photos. Donc voilà, il y a une petite équipe comme ça qui s'est constituée et qui est restée pratiquement la même au fur et à mesure des capsules. Ils connaissent suffisamment le projet pour savoir un peu ce que j'attends. Et après, on s'est vraiment adapté à chaque fois au lieu. L'idée, c'était d'avoir la meilleure prise en fonction du lieu. Il y a une prise qui a été particulièrement difficile, c'était celle au cinéma Lutetia. De ramener un piano au cinéma Lutetia, ça a été assez compliqué. D'enregistrer là-bas dans une salle qui est pas, où l'acoustique n'est pas du tout pensée. De manière générale, on privilégie le côté authentique. C'est-à-dire que on veut montrer quelque chose, déjà on prend des risques sur le programme, on fait écouter une musique que les gens ne connaissent pas, dans un lieu particulier. On s'attend pas à avoir un son studio qui va être parfait. Dans la musique classique, ça pose pas souci parce que tout ça, les auditrices et les auditeurs n'en ont pas conscience. C'est un parti pris. C'est un parti pris, exactement. Est-ce qu'il y a une étape du processus que tu redoutes ou au contraire que tu attends avec impatience ? Je parle de tout le projet, c'est choisi. Les performances live, le podcast, le tournage du clip, l'enregistrement de la musique. Alors j'adore en général quand, c'est facile à dire, mais forcément c'est le bon côté, j'adore quand soit je finis de donner un concert, ou alors le podcast sort, ou la vidéo sort. Quand c'est fini, c'est bien. Quand c'est fini, de se dire que c'est mon travail, mais qu'il ne m'appartient plus, ça y est, je lâche. Ce sentiment, il est génial parce qu'à la fois, tu lâches quelque chose et en même temps, tu le partages avec les gens. Donc ça, c'est génial. Par contre, la période où j'ai le plus d'adrénaline, ça va être la période juste avant le tournage et pendant le tournage. Ouais, ça, c'est génial. C'est à la fois hyper stressant parce qu'on a souvent très peu de temps pour que ça soit ficelé, terminé. Mais cette période, elle est géniale. Il y a beaucoup d'adrénaline. C'est moi qui dois tout penser. Et ouais, j'aime beaucoup ce moment. Mais tu as du coup une casquette supplémentaire de productrice au final quand il faut organiser ce tournage, cet enregistrement, tout ça. Tu t'attendais à ça au départ ? Je m'attendais pas du tout à ça. Franchement, j'ai beaucoup appris en faisant ce projet. C'est ce que je disais. J'adore l'idée parce que je reste jamais dans ma zone de confort. C'est des nouvelles recherches, c'est se rentrer dans un nouvel environnement, maîtriser une nouvelle partition, de nouveaux codes, penser à un lieu, tout imaginer. On part vraiment de zéro à chaque fois. La première fois où on le fait, on ne sait pas du tout comment faire. On n'a pas toutes les petites astuces. Et au fur et à mesure, ça se met en place. Le côté aussi direction un peu artistique, comme tu disais, d'imaginer la chose, ça me plaît beaucoup. Après, j'aimerais bien pouvoir me concentrer de temps en temps que sur ça, me dire, sur la prochaine vidéo, c'est tel artiste qui va jouer. Je ne gère pas l'enregistrement, j'ai pas une partition à jouer, tout ça. Moi, je m'occupe vraiment du moment et de la scène. Ouais, j'aimerais bien à terme que ça prenne plus d'ampleur. Ouais. Et est-ce que cette manière de faire, c'est-à-dire au final do it yourself et on y va, on fonce, ça te donne envie de faire d'autres choses mis à part Reason ? Est-ce que quelle est la limite aujourd'hui quand on s'est lancé dans un projet comme ça ? Est-ce que du coup il y a des choses peut-être avant où tu étais un peu frileuse simplement à l'idée, ou maintenant tu dis oui, allons-y, c'est complètement faisable. Le fait d'aborder les gens. Oui. Avant, quelle légitimité tu vas avoir ? Est-ce que ça fait vraiment sens ? Mais qu'est-ce que lui va comprendre ? Comment il va voir la chose ? Et là, je me dis, ça y est, on y va en fait. Au pire, ça passe pas, mais tu l'auras tenté. Et Reason, ça montre qu'il faut discuter les uns avec les autres. On a forcément à apprendre quelque chose l'un de l'autre. On est une équipe et il n'y a qu'ensemble que ça peut fonctionner. Donc je pense qu'il faut y aller. Est-ce qu'il y a une compositrice que tu rêves d'inclure dans un prochain épisode et que tu n'as pas fait, faute de, je sais pas, ça peut être différentes choses, peut-être pas assez de connaissances sur la vie, où tu te dis il y a des choses intéressantes mais j'ai pas assez d'éléments pour pouvoir en faire un épisode, une partition trop compliquée, un style de jeu que tu ne connais pas ou qui demanderait plus de temps. Ces cas de figure, ils se présentent bien sûr. Il y a une compositrice brésilienne que j'adore, que j'aimerais bien enregistrer, mais c'est un style qui est très différent. Donc il faudrait trouver la personne qui va pouvoir faire ça, à qui ça va aller. Ça va se faire, c'est juste une question de temps. C'est juste question d'aller au Brésil. Voilà, exactement. L'autre cas de figure, comme tu disais, d'une partition qui va être trop compliquée, qui va nécessiter trop d'instrumentistes. Okay. Donc par exemple... la musique de chambre. Ouais, de la musique de chambre ou des concertos. Il y a des femmes qui ont écrit des concertos. Ce serait génial d'avoir un orchestre qui joue un concerto avec pour piano ou pour violon
d'une compositrice. Mais bon, c'est une autre organisation. J'espère qu'on y arrivera. Franchement, j'espère vraiment qu'on y arrivera. Là, pour le coup, tu serais quoi? Tu serais soliste ou vraiment Chef productrice? Chef d'orchestre. Est-ce que ce projet, de manière générale, a changé ta manière d'écouter la musique ou d'aborder la musique? Est-ce que tu cherches aujourd'hui des choses dans certaines compositions que tu ne cherchais pas avant? Est-ce que tu écoutes de manière différente? Oui, certainement, parce que l'idée aussi de proposer ça, c'est de varier les programmes. Parce que je trouve qu'on est quand même très souvent sur les mêmes programmes. Alors c'est très beau, hein, Beethoven, Chopin, Liszt, Mozart, mais on l'a beaucoup joué. Il y a beaucoup de versions, il y a eu beaucoup d'interprètes qui ont fourni un travail incroyable à chaque fois et fait un effort de recherche. Qu'est-ce que je pourrais faire à cet endroit-là qui n'a pas déjà été fait? Le répertoire, il est tellement immense que je trouve ça trop dommage de se limiter à ça et à ce qu'on connaît déjà. Alors oui, ça nécessite un travail quand même, pas un travail je dirais parce que n'importe qui peut le faire. Il ne faut pas avoir de base, au contraire, musicale pour ça, mais un effort. C'est-à-dire que vraiment, voilà, je vais écouter quelque chose que j'ai jamais entendu de ma vie. Il y a des choses qui vont me paraître peut-être bizarres, étranges au premier abord, mais il faut prendre le temps d'écouter. Et puis après, il y a la magie de la musique qui opère ou pas. Mais laisser la chance au morceau. Du coup, dans ta manière de consommer la musique, tu cherches forcément des Oui, il nouveautés. y a des choses, il y a des fois où je vais aller vers quelque chose qui me plaît pas. Oui. C'est important aussi de se poser la question, qu'est-ce qui me plaît pas? Est-ce que c'est juste que je suis pas habituée? Ou est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui me dérange, que je trouve moche ou qui passe pas? Mais c'est important de se poser cette question-là aussi. Et surtout, mon goût ne reste que le mien. Donc pourquoi ça plairait pas à quelqu'un d'autre? Si tu pouvais inviter une compositrice racontée dans Résonne à dîner, tu choisirais qui et pourquoi? Tu auras une seule. Une seule. Ouais. Tiens, d'abord une seule, et ensuite tu en choisis deux que tu aimerais bien faire rencontrer. Je pense que Rita Stroll, quand même. Ouais. Mais j'ai plein de questions à lui poser, on n'a pas tout réglé encore. J'ai du mal. Ouais, non, je pense Rita Stroll. Si tu devais faire dîner Rita Stroll avec une autre de ces compositrices. Je pense que je dirais Gaïané. Et est-ce qu'il y aurait de la musique à ce dîner? Il y aurait de la musique? Tu me demandes de me mettre... Non, de faire une nouvelle direction artistique? je te demande s'il y aurait de la musique à ce dîner. Est-ce qu'il y aurait de la musique à ce dîner? Et ce serait quoi comme musique? Il faudrait que ce soit un échange, que les deux elles s'écoutent mutuellement. Ouais. Donc je dirais des préludes de Gaïané, la symphonie de Rita Stroll. Si tu devais me trouver une émotion ou un mot pour résumer ce que Résonne représente pour toi aujourd'hui. Un bébé. C'est un peu un bébé que je couve et qui me tient vraiment à cœur, que je protège, que je porte et que je fais grandir, j'espère. Je vais finir par une toute dernière question. Quelle est la première image qui te vient quand tu penses à Résonne? Là, je dirais la mer. Merci beaucoup, Ilona, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Trop cool. Line in. The Bluetooth device جهاز البلوتوث is ready to pair. جهاز البلوتوث جاهز للتشغيل. Bluetooth device is disconnected.